bonjour et bienvenue à Impact Pod. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby et je suis très content d'être là avec mon grand deuxième ligne, anciennement de Racing, c'est Théodore de Saint-Rémy. Salut TK, depuis quelques semaines, j'ai pas entendu la petite musique flûtée de ta douce voix américaine et je suis ravi de l'entendre. Je suis d'accord, ça fait plaisir de t'entendre aussi. Et bravo parce que tu as passé un certain cap, un cap important dans la vie, tu as passé les 50 ans. Eh oui, je suis un quinca, 50 years old now. Bon, écoute, comme je dis et comme j'aime beaucoup le dire ces derniers temps, puisque on me souligne que j'ai passé ce cap avec talent, je l'espère. Et comme j'aime beaucoup le dire, et d'ailleurs ça pourrait être une petite phrase rugbystique, et puis elle vient d'un général qui, je pense, est un général américain, Thierry. Donc le général MacArthur qui disait « La jeunesse n'est pas une période de la vie, c'est un état d'esprit ». Voilà, un effet de la volonté, une qualité de l'imagination, une intensité émotive, une victoire du courage sur la timidité, du goût de l'aventure sur l'amour du confort. On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années, on devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. Voilà. Alors, moi, j'aime beaucoup cette phrase qui est un petit peu empoulée, mais qui dit beaucoup de choses. Et donc, à tous les jeunes qui viennent de passer le cap de 50 ans comme moi, je souhaite un deuxième demi-siècle tambour battant. Super, écoute, je suis content que tu es si poétique aujourd'hui et moi je serai pas loin derrière toi pour passer le cap de 50 ans, ça va être cet été pour moi. Notre cher Charlie n'est pas là avec nous, il est toujours en vadrouille, donc si vous n'avez pas écouté notre dernier épisode, il faut absolument l'écouter, il est en Afrique en ce moment, il a passé un super moment dans une compétition de rugby pour les jeunes, il faut absolument écouter l'épisode 128 que Charlie a fait toute seule comme un grand. Et aussi l'épisode 127 sur le rugby à 5, parce que c'est l'heure de sortir un peu, sortir des crampons et aller faire un peu de toucher, un peu de rugby. Et c'est vraiment le moment pour le faire. Ouais, deux super épisodes et vraiment écouter Sweet Charlie jusqu'à la fin. C'est extrêmement poétique, c'est magnifique. Le rugby est, comme toutes les cultures internationales, est un langage, est un moyen de communiquer aussi et de partager des choses entre gens d'horizons follement différents. Et je dois dire que ce qu'a vécu Charlie là-bas donne des frissons. C'est vraiment magnifique. C'est pas de la compétition, c'est pas du haut niveau, ça n'a rien à voir avec tout ça, mais c'est peut-être encore plus le cœur du rugby qu'on aime. Ouais, du grassroots, comme on dit aux States. Et tu parlais d'international, mais j'aimerais bien prendre ma minute américaine. Peut-être un peu long aujourd'hui, parce que ça fait un peu de temps, on n'a pas parlé. Si tu permets, je vais commencer avec, si tu te souviens, en fait, Charlotte, la ville là où j'ai passé un peu de temps, en Caroline du Nord. Et ils sont pas du tout là en ce moment-là. Au basket. Au basket, non, ils sont pas dans les playoffs. Mais j'avais dit, en gros, en début de janvier, ils ont dit, tiens, on va avoir un équipe de rugby. Et ils avaient, même pas 3 mois pour le créer, cette équipe de rugby. Il y avait aucun coach, il y avait aucun joueur. Et ils l'ont fait. Donc, ils ont déjà joué 10 matchs, avec 0 victoire quand même. Mais je trouve ça incroyable, très américain dans l'esprit que, tiens, on va avoir une équipe professionnelle de rugby. Et ils ont construit l'équipe en moins de 3 mois. Donc bon, hâte à voir combien de personnes va dans les matchs, mais j'ai l'impression, je suis ça avec intérêt, c'est des Carolina Anthem et je trouve ça dingue quand même. En 3 mois, ils ont créé une équipe professionnelle dans la MLR de rugby, c'est fou. Est-ce qu'ils ont joué contre les Guiltinis? C'est la grande question. Non, parce que les Guiltinis, c'est fini. Ils avaient des problèmes. Ah merde, eux aussi ont déjà disparu. Bon, en parlant d'autres choses, donc bien sûr, c'est des NBA Playoffs. Tu as parlé de Charlotte qui sont pas là parce qu'il y a d'autres grandes équipes. Mais franchement, c'est un bon moment. Il n'y a pas de Wembanyama non plus parce que les Spurs ne sont pas là non plus. Mais il y a quand même l'équipe de Rudy Gobert. C'est les Minnesota Timberwolves qui jouent en ce moment contre les champions en titre, les Denver Nuggets. Et franchement, c'est vraiment très, très plaisant à voir les playoffs des NBA. C'est très, très agréable. Et c'est bientôt le draft. Et il faut dire que quand même, les Français, vous êtes un peu connus maintenant parce que le draft, c'est le moment où toutes les équipes, ils vont choisir les joueurs pour l'année prochaine, donc ils vont jouer l'année prochaine dans les NBA. Il y a quand même voire 2, voire 3 Français, peut-être 4, qui sont, on va dire, soulignés pour le premier round du draft de NBA. C'est quand même assez sympa. Il y a un jeune que j'ai vu à Bourg-en-Bresse qui s'appelle Zachary Richer, si je prononce bien. Après, il y a un Todjan Salawan de Cholet.
Après, il y a un jeune homme qui joue c'est un Français qui joue en Australie, qui va peut-être jouer aux States, qui s'appelle Alex Sarr. Donc voilà, bravo les Français qui vont passer le cap pour aller dans la NBA. Ouais, alors c'est pas Richer, tu as dit Richer, en fait c'est Rizaché, et c'est le fils d'un ancien international de basket qui s'appelait Stéphane Rizaché, qui était un très bon joueur de l'équipe de France, donc bon sang ne saurait mentir, et effectivement on a l'impression que la draft américaine maintenant c'est à qui va choper son Frenchie, parce que franchement le résultat de Wemby pour sa première année, même si malheureusement les Spurs ne sont pas dans les playoffs, est quand même une première saison exceptionnelle, ouais. Et je pense que ça promet une carrière absolument magnifique. Et là, j'ai vu qu'en plus, il a été salué par un physicien d'une grande université américaine, parce qu'on lui a posé la question, est-ce que vous savez ce que c'est que de la matière noire ? Ouais. Et il a répondu avec la bonne réponse. Et franchement, ça m'a scotché, parce que moi, je suis incapable, évidemment, de faire la moindre réponse comme ça. Mais alors, pour un jeune garçon comme ça, aussi engagé dans une carrière de sport de haut niveau, trouver avec toute cette simplicité la réponse à une question complexe et continuer d'être lui-même, mais j'adore. Et je pense que ça dit tout sur ce garçon, c'est-à-dire qu'il est profondément intelligent et libre avant d'être un grand joueur de basket. Et je pense que les grands champions sont avant tout des gens intelligents. Ouais. Et en plus, il fait en anglais, en fait. C'est quand même balèze. C'est absolument incroyable. Mais bon travail pour lui cette année quand même. Il était Rookie of the Year, donc meilleure première année, on va dire. Et aussi, Rudy Gobert était Defensive Player of the Year, donc les franchises ils mis bien leurs pattes sur les NBA en ce moment. En parlant de personnes qui essaient de mettre leurs pattes aussi dans un nouveau sport, j'aimerais bien parler de notre Gallois préféré, Louis Rice-Zammit, qui est parti de l'équipe de Pays de Galles pour aller essayer de tenter sa chance dans les NBA. Et était finalement pris par les Kansas City Chiefs, donc quand même, c'est pas la pire équipe. C'est eux qui ont gagné le dernier Super Bowl. Et c'est aussi eux qui ont un super quarterback qui s'appelle Patrick Mahomes et le boyfriend de Taylor Swift, Travis Kelce. Oui, visiblement, il était là à la 4e soirée de concert à Paris, parce qu'elle a eu des clins d'œil et des gestes appuyés, et elle a envoyé moult bisous vers la tribune dans laquelle figurait a priori son chéri, ou alors elle en a un autre. Je ne sais pas, mais ça, c'est la vie des stars et c'est tellement loin de nous qu'on ne se prononcera pas. Mais je pense que quand même, Rice-Zammit, il va être un star aux States. Moi, je mets un petit billet dessous. Je pense qu'il va avoir un impact. Oui, à ce sujet, tu sais qu'on a un bon pour faire une émission avec Richard Tarditz, notre super copain, le plus français des joueurs de NBA. Et j'invite tous nos écouteurs à se rapprocher de notre épisode numéro 22. C'était il y a bien longtemps. Mais quel épisode fantastique pour une histoire de vie, non moins fantastique, celle du premier Français qui a joué en NFL. Donc, on aura un petit quart d'heure, Richard, à propos de Zammit dans quelques mois. Et peut-être que ce sera bien si on fait ça quand il aura déjà joué un peu. On aura un peu plus de recul. Ça peut être sympa. Allez, bon, on est quand même là pour parler rugby, donc on y va. Pack de potes, c'est radis. Allez, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc on n'a pas pu parler des 6 nations femmes. Ça démarrait plutôt bien avec une victoire contre Irlande, 38-17. Un match, on va dire, difficile, je trouve, contre l'Écosse. J'étais un peu étonné, 15-5. Italie contre France, 38-15. C'était bien sympa, et suivi par un joli 40 pour la France et 0 pour Pays de Galles. Par contre notre nemesis de l'Angleterre, 42-21. C'était assez proche au début, 21-14 avec 2 essais par des avants anglaises, un peu de réponse par les Français. Malheureusement, un carton jaune pour le pilier Kalofoui. Et donc voilà, par la suite, 42-21. Ça fait quand même le 6e Grand Slam consécutif pour les Anglaises. Oui, ça fait un peu mal pour nous, Français, et pour notre équipe de Françaises. Malheureusement, le match qui était le sommet annoncé, puisqu'il était la finale, et en plus, hasard de calendrier, ça se passait à la fin du tournoi, donc c'était top. On aurait aimé qu'elles rivalisent, mais assez vite, on a vu au contraire qu'elles allaient prendre une valise. Parce que ce qui s'est passé, c'est que les Anglaises ont fait parler leur force et leur technicité, en particulier du jeu d'avant, en écrasant un peu le pack des Françaises qui étaient quand même fortement malmenées, et assez vite, en étant dominées comme ça devant, on a vu que l'issue serait pas bonne. Elles se sont démenées, on peut pas dire le contraire. Elles ont pas été ridicules, puisque 42-21, c'est pas non plus 40-0 comme elles ont mis aux Galloises, pas du tout. Elles sont pas ridicules, mais il reste une classe d'écart incontestablement.
Et on peine à se dire qu'à court terme, elle puisse le combler, tant l'absence de suspense a été totale sur ce match-là. Maintenant, il y a plein de choses à garder. Moi, c'est un sport que je continue d'aimer et d'aimer de plus en plus parce que elles ont incroyablement progressé. Malheureusement, moins vite que les Anglaises qui sont quand même très au-dessus. Le seul avantage que je vois à ça, c'est que dans des confrontations de Coupe du Monde, sur des matchs à élimination directe, etc., les Anglaises vont arriver tellement favorites et tellement sûres d'elles qu'on pourra les surprendre, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Ouais. Ce qui était un peu dommage, c'est que on était assez proche depuis 2020, où on avait pas mal de matchs où on était à moins d'un essai d'écart, en fait, et c'est là quand même là, elles ont remis un coup d'accélérateur, incontestablement. Mais une belle chose aussi, c'est quand même bravo pour tous les fans, parce que c'était un record pour le rugby féminin en France, où il y avait 28 000 personnes dans la stade de UBB. Donc bravo pour tous les Bordelaises qui étaient là pour soutenir l'équipe. Et je rappelle aussi que sur le match, on a été fortement pénalisé par le carton rouge assez précoce de la joueuse Pilier Kalfaoui. Ça, c'est vrai que c'est un peu comme le Racing ce week-end contre Bayonne, quoi. Ouais. Faut pas prendre un carton rouge à la 15e. Bon, écoute, quand même, j'ai trouvé que Gabrielle Vernier, quand même, c'est quelqu'un qui m'a impressionné pendant sa signation. Surtout quand tu vois sa taille, c'est juste incroyable parce qu'elle plaque comme une folle, c'est juste incroyable. Pauline Bonon-Sensus, très régulière, qui assure dans son poste de numéro 9. Il y avait un numéro 10 qui était nouvelle, Lina Kiroy, si je prononce bien, qui était là pour remplacer Caroline Droit, qui est en train de se préparer pour les Sevens, il me semble, pour les JO. Et les sœurs ménagères, super travail. Romaine Ménagère avec plus de 400 mètres parcourus, mais en fait, elle était le plus pour une Française, mais loin derrière l'Anglaise, Ellie Kildon, qui a fait 870 mètres quand même. C'est un truc de fou. Oui, et puis question fratrie, moi je salue aussi les sœurs Féléou, puisque Manaë, la capitaine et deuxième ligne, a accueilli en équipe de France sa petite sœur Théanie Féléou. Donc ça, je trouve ça fantastique. Hein. C'est des filles qui viennent de Futuna. Donc voilà, traverser toute la terre, faire la moitié du tour du monde pour venir jouer pour son pays et se retrouver dans l'équipe de France avec sa sœur. Je pense que c'est des émotions incomparables et vraiment, je trouve que c'est une superbe histoire. Oui, et puis Manaë Féléou, elle est aussi étudiante en médecine. Elle est joueuse du FC Grenoble. Donc, on peut aussi maintenant allier des carrières de haut niveau en rugby féminin et des études de haut niveau. Donc, encore une fois, un énorme coup de chapeau. Donc, c'est tout pour nos filles jusqu'en septembre. Et en fait, en septembre, il y aura le tournoi, le W15. Si vous vous souvenez, c'est le tournoi féminin avec plusieurs, on va dire, catégories, plusieurs tournois qui se passent au même moment. Là, il y aura un parti à Canada. C'est là où les Françaises vont jouer. Là aussi, Afrique du Sud. Et la dernière, c'est dans les United Arab Emirates. J'étais un peu étonné parce que je n'étais pas sûr qu'ils avaient du rugby féminin. Et oui, il vient de lancer en mars, en fait, la première ligue féminine de rugby à 15 en Émirats Arabes Unis. Et voilà, donc peut-être le rugby va prendre racine dans le désert. Ouais, pourquoi pas. En tout cas, c'est vrai que ces pays ont accueilli beaucoup de compétitions sportives un peu à coup de pétrodollars pour aussi attirer tout simplement de la visibilité. Nous, partout où on développe le rugby, on est content, puisqu'on sait que le rugby, c'est bon pour les gens. Donc, si ça peut prendre là-bas, tant mieux. Mais je pense qu'ils partent de loin quand même, parce qu'ils lancent une équipe de filles. Je sais même pas s'ils ont une équipe de garçons, à vrai dire. Allez, je t'ai pas dit en fait, mais je suis allé voir un match en Suisse. En fait, j'ai regardé un match de Swiss Rugby, pas loin de chez moi, contre la Croatie. Donc là, c'est le Rugby Europe Trophy tournoi. Donc c'est là, on va dire, c'est le 6 nations, pas bis, mais en dessous de 6 nations bis. Et en fait, c'était super sympa, un super bon match. La Suisse a gagné 35-10. Et en fait, c'est eux qui vont monter pour être dans le 6 Nations bis, en fait, le Rugby Europe International Championship finalement. Et donc, j'ai vraiment la chance parce que je vais peut-être voir à côté de chez moi des matchs contre des équipes comme Géorgie qui a gagné cette année ou Portugal qui a fini deuxième. Donc voilà, je suis assez content. C'était très marrant parce que dans cette équipe de Suisse, je pense qu'il y a un nom, il faut se souvenir, c'est Ahmed Kane. Franchement, c'est le Itoge suisse. Il était très mémorable, très fort sur le terrain, en deuxième ligne, qui, il me semble, il joue à Chambéry ou à côté de Chambéry.
Ok. À creuser. C'est un nom, franchement, il était impressionnant. Et j'aime bien aussi, il y a leur numéro 8 capitaine qui a presque 40 ans, tu vois, mais je suis pas certain qu'il va jouer l'année prochaine, mais je trouve ça chouette, tu vois, des gars qui sont toujours là à 40 balais en train de jouer pour les nations, tu vois, qui fait monter leur nation dans la 6 nations bis. C'est vraiment chouette pour la Suisse. Donc, bravo. Alors, tu parlais des nations B. Tu sais qu'on a des auditeurs au Portugal et que on a en particulier un auditeur qui s'appelle Arthur, avec lequel on a fait des petits bouts d'émission. Et ben, figure-toi que Arthur, ce week-end, a été sacré champion du Portugal avec les U16, avec son équipe. Donc, on le salue, on l'embrasse, on le félicite et on espère bien sûr que c'est la relève des Lobos, tout simplement. Bravo Arthur. Allez, un peu plus proche de chez nous, c'est le Challenge Cup. Plus de clubs français maintenant après que Clermont a perdu dans les demi-finales contre les Sharks, qui sont pas très européens quand même, il faut dire, car ils viennent d'Afrique du Sud. Personne vraiment dans le stade. Ils ont joué à la Stoop à Twickenham. C'est pas le grand stade de Twickenham, mais la petite, c'est là où ils jouent, il me semble, The Harlequins. Un peu de n'importe quoi quand même qu'une équipe française et Afrique du Sud joue en Angleterre, mais bon. Quand même 31-18 pour les Clermontois à 60 minutes, mais carton jaune contre l'équipe en jaune. Et voilà, 14 points par la suite pour les Sudaf. Quand même une grosse équipe de Sudaf avec des noms qu'on connaît de leur équipe champion du monde. Et voilà, ils ont gagné, ils allaient dans la finale, première pour eux, et j'espère aussi la dernière fois pour un club de Sudaf dans notre champion, on va dire Challenge Cup européen. Bah, tu te rappelles mon coup de gueule quand ils avaient décidé d'intégrer les équipes sud-africaines dans les compétitions européennes. La seule chose qu'on a en commun avec les Sud-Africains sur le rugby, c'est le fuseau horaire. Donc, c'est malheureusement une décision complètement ridicule, tant sur le plan sportif que sur le plan écologique, puisque faire traverser 15 fois sur une période de 3 mois la planète à des joueurs dans un avion, enfin, c'est une aberration totale. Et maintenant, on se retrouve avec peut-être une équipe sud-africaine championne d'Europe. Bon, de toute façon, comme c'est une compétition dont tout le monde se fout, à la limite, c'est pas grave. Mais quand ce sera la grande Coupe d'Europe, ce sera plus emmerdant et ça risque d'arriver. L'autre équipe quand même qui va être en face, ça va être Gloucester, qui ont battu Benetton d'Italie. Donc bravo quand même à Benetton, c'était leur deuxième fois en demi-finale, mais bien battu par Gloucester, 40-23. Par contre, Gloucester, c'était un peu chaud par la suite. En fait, ils ont perdu contre Northampton juste après. Northampton qui était bien fâché après leur défaite contre Leicester, on va en parler juste après. Ils ont marqué 90-0 contre Gloucester quand même. Non mais Gloucester, ils ont envoyé les minimes ou quoi? Parce que 90-0 dans un match de haut niveau, normalement, ça n'existe pas. C'est quand même le premier problème. Il faudrait retrouver des choses sur l'article, mais je pense que Gloucester avait pas envoyé sa vraie équipe, c'est pas possible. Ou si où ils étaient tous borés, je sais pas, mais c'est oui, ou un truc. Ouais, c'est impossible de marquer 90-0 dans le rugby professionnel. Tu vois, c'est pas de Coupe de France. C'est absolument impossible. Donc il y a forcément un truc. On va trouver. Tu vas enquêter, Thierry. Toi, l'homme des médias. Allez, on va passer à celle qui nous concerne le plus, c'est le European Championship, le UPCR. Donc, il y avait 3 équipes dans les quarts finales qui étaient français, mais Bordeaux s'est fait éliminer par un petit point contre les Harlequins, 41-42 pour les Harlequins. Leinster a fait le taf contre La Rochelle, 40-13. Toulouse a passé facilement 64-26, quand même, c'est presque des trucs de basket. Northampton a battu les Bulls 59-22. Les 4 vainqueurs, ils marquaient en moyenne 50 points dans ce quart de finale, un truc de fou. Ouais, les quarts de finale étaient absolument magnifiques, et c'est vrai que quand le rugby est joué comme ça avec une équipe qui se met à dominer et à enchaîner les points, c'est un sport dont on ne peut pas se lasser, parce que c'est tout simplement c'est trop beau, quoi. Et en particulier le Stade Toulousain, c'est vrai, là, est en train de monter en puissance dans des proportions absolument impressionnantes. En championnat de France, c'est pareil, vu qu'hier ils ont foutu une énorme raclée au leader, le Stade Français, mais je le dis pas trop fort. Comme Charlie n'est pas là pour pas se faire défendre. de peine à mon Charlie. Mais franchement, oui, des demi-finales, enfin des quarts de finale qui donnent envie de voir la suite, et on est très très impatient de voir la finale.
Allez, on part de les demi. Il y avait Leinster contre Northampton. Leinster, les Irish, ils ont ouvert le score grâce à 2 essais de James Law sur le côté gauche. Il va marquer un troisième quand même. C'était 20-3 pour les Irish pendant un certain moment. Avant que les Anglais reviennent dans le score quand même. 20-17 avec 5 minutes à jouer. Mais c'est les Irish qui vont continuer. Triplé pour James Law. Vraiment, cette équipe, quand j'ai fait les calculs, il n'y avait que 2 joueurs qui n'ont pas encore joué sur l'équipe d'Irlande. En fait, c'était vraiment l'équipe d'Irlande, moins 2 gars. Oui, le Leinster est une équipe impressionnante comme l'équipe d'Irlande est impressionnante. C'est exactement la même structure. Le match a été commencé sur vraiment tambour battant par les Irlandais. James Lowe, je crois, à la 14e, il avait déjà mis un doublé. Donc ce mec est infernal. C'est-à-dire quand il prend le ballon à moins de 20 mètres de la ligne, il y a essai, quoi. C'est absolument hallucinant. Et ce que j'ai notamment adoré, c'est le premier essai qui est marqué par Lowe sur une pénalité jouée à la main par Gibson Park, quasiment au milieu du terrain sous les poteaux, qui fait une passe transversale, je sais pas, de 25 mètres à James Lowe, qui est 15 mètres derrière. C'est-à-dire que Gibson Park, il envoie la balle là où va être James Lowe, 10 secondes avant, le temps qu'elle arrive, pas 10 secondes, mais 2 secondes avant. Et James Lowe, il sait qu'il va l'envoyer là, il prend un élan de malade, il arrive, il prend le ballon, il marque. C'est bluffant de coordination et ça en dit long sur leur repère collectif et sur à quel point ils se connaissent par cœur. On a l'impression que c'est des mecs qui pourraient jouer ensemble avec les yeux bandés. Et ça, c'est très, très impressionnant. Ouais, il y a beaucoup de paroles autour du 9 des Verts, on va dire, des 9 de Leinster, le Jamison Gibson Park qui a fait un super 6 nations. Tout le monde dit que c'était le meilleur 9 de tournoi, il n'y avait pas de question. Et on peut dire que c'est le meilleur 9, mais juste derrière Antoine Dupont. Ouais, c'est ça, parce que nous, ça nous énerve qu'on dise qu'il y a un meilleur 9 du monde qui n'est pas Antoine Dupont. C'est certain. En fait, c'est marrant aussi dans mes recherches, j'ai vu qu'il y a une équipe qui s'appelle The Ireland Wolfhounds, en fait, et c'est en gros, il y avait les 2 personnes qui n'ont pas joué sur l'équipe d'Irlande, en fait, ils ont joué dans la Ireland Wolfhounds. Donc j'ai dit, mais c'est quoi cette équipe? Est-ce que c'est comme les barbares? En fait, non, c'est l'équipe de Ireland A and B. C'est l'équipe de bis, on va dire, d'Irlande. Mais je sais pas trop ce que ça veut dire en fait, Wolfhounds. Bah, wolf, c'est comme le loup, et hound, c'est comme le chien de chasse. Et voilà, vous cherchez. En fait, ils disent que c'est un lévrier irlandais, ça s'appelle. Un lévrier irlandais, incroyable. Ouais, c'est un bon naming, ça. Wolfhound. Allez, on passe à un autre match à nous. Le match démarre très vite avec Lebel qui marque à 4 minutes. Réponse assez rapide quand même de Marcus Smith des Harlequins. Les avants jouent avec le ballon aussi. Un essai pour chaque pack. 12 à 24 minutes. À 26 minutes, il y a le deuxième ligne Thibaut avec un flamboyant essai individuel. Il pique le ballon et il marche 5 mètres pour le marquer. À 32 minutes, on a le jeune Coste qui joue au centre avec un joli percé et c'est Dupont qui suit la musique parfaitement et c'est presque facile pour le maestro. Dupont va refaire la même, après il va suivre le locomotive Movaca, il va prendre le ballon et faire exactement la même chose. Un autre essai pour lui, un doublé. 31-12 pour Toulouse. Et puis, les Anglais reviennent dans le match. 2 essais à la suite pour les Anglais, mais un déblayage haut sur Dupont donne un carton jaune. Et Marler, il va faire un petit paf d'amour sur Thomas Ramos. Et ça tue les chances des Anglais, heureusement. Et voilà, 38-26 pour le Toulouse. Et London is calling pour Toulouse maintenant. C'était un match vraiment magnifique et formidable parce que les Anglais, même s'ils ont perdu assez nettement in fine, ils sont vraiment pas sortis du match. Ils auraient pu parce que être mené 31-12 à Toulouse et revenir 31-26, c'est une performance. C'est vraiment une performance. Et franchement, l'équipe de Marcus Smith a pas du tout démérité. La connerie de Marler quand il rentre leur coûte très très cher, ça fait basculer le match et Toulouse a l'état d'esprit de champion et le talent de remettre un essai et de tuer le match à ce moment-là, mais c'était une confrontation de toute beauté avec des 2 côtés un match malgré tout assez indécis et des 2 côtés énormément de talent. Maintenant Toulouse est en finale. Voilà, on dit que l'équipe d'Irlande, c'est le Leinster. Bon, Toulouse a aussi beaucoup de joueurs cadres de l'équipe de France. C'est un peu un France-Irlande. Et c'est vrai que pour nous, qui sommes supporters du 15 de France, voir les Toulousains, si on peut taper le Leinster en finale, ça nous ferait un plaisir immense et ça redorerait par rapport à ces Irlandais qui nous font mal depuis quelque temps maintenant, le blason du rugby français. Donc, c'est ça la mission du Stade Toulousain. C'est de dire, on peut battre l'équipe d'Irlande, mais en club, en fait.
Ouais, c'est comme tu dis, en fait, j'étais étonné par, dis donc, c'était hyper rugueux. Ça faisait un petit moment que j'avais pas vu un match comme ça, qui était avec tellement d'émotion et tellement de force, on va dire. Surtout pendant ce deuxième mi-temps, ça m'a fait un peu peur pour notre équipe de Toulouse. Mais par contre, t'as vu le nez de Blair Kinghorn après? Ouais, alors visiblement, ils lui ont réparé parce que hier, j'ai vu dans la tribune, il était dans la tribune pour le match Stade Toulousain, Stade Français, et ils avaient l'air de dire qu'ils lui avaient réparé le nez. Je pense que c'est pas encore complètement fait. Il y a peut-être une deuxième opération. Il me paraît encore un peu tordu, même s'il est beaucoup, beaucoup mieux qu'après le match où c'était effectivement assez impressionnant et assez vilain. Ouais, il faut absolument aller trouver le vidéo où il a fait en anglais, sur un podcast en anglais. Il a parlé en fait, c'était le fan de match, tout le monde le tapait sur le dos. Il levait la tête et après, quand il a vu sa tête, tout le monde disait, oh mon Dieu, avec son nez qui était complètement à l'autre côté de son visage. Ah non, mais c'est absolument affreux. Après, il a dit, le docteur a touché mon nez et tout ça. Il y avait tous les gens qui passent, qui tapent sur le dos. Ouais, bon courage, mon pote. Donc voilà. Donc, ça veut dire que le final, quand même, ça va être bientôt. Ça va être en 2 semaines, le 25 mai à 15h45, Leinster-Toulouse à Londres. Tiens, j'aimerais bien, si on regardait vite fait, un peu, on va dire, par quelle ligne est la meilleure ligne, on va dire, si on compare ces deux équipes. Est-ce que ça te va comme ça? Ouais, très bien. C'est des équipes qu'on connaît très bien. On peut faire une petite revue d'effectifs. Exactement. Exactement. Allez, première ligne pour Leinster, les Irish, c'est Andrew Porter, Dan Sheehan et Taj Furlong. Contre nous, c'est Cyril Bay, Movaka et Dorian Adegeri. Alors, petit avantage aux Irlandais qui cette année ont fait un tournoi absolument remarquable et qui ont dominé tout leur vis-à-vis. Donc nous, on a des très très bons moments, on en a de moins bons. Dorian Aldeguerri, il a des performances un peu en dents de scie. Cyril Bay, ça reste un excellent joueur. On a Peato Movaka, on a aussi Julien Marchand qui est juste derrière. Donc ça va être du très solide. Mais en particulier à droite, Tadhg Furlong, c'est quand même l'assurance tout risque, un peu plus que Dorian Aldeguerri. En deuxième ligne, c'est Ross Maloney, celle qu'on ne connaît pas parce qu'il ne joue pas sur l'équipe d'Irlande, et Joe McArthur, celle qui nous a étonnés pendant les 6 nations. Côté français, c'est Thibaut Flamand et Emmanuel Meafou. Emmanuel Meafou, Thibaut Flamand, classe mondiale tous les deux, un joueur en devenir, un autre, on va dire, au sommet quasiment de son talent en ce moment. Donc, moi, je donnerais un petit avantage à cette deuxième ligne-là, parce que Ross Maloney, effectivement, on le connaît pas. Joe McCarthy, c'est un jeune joueur. Il a fait une très belle performance aux 6 nations. Maintenant, voilà, une finale de Coupe d'Europe, il connaît pas, il n'a pas cette expérience-là. Donc, voilà, je pense qu'on sera un peu devant. 6, 7, 8, on a Ryan Biard, on a l'ancien joueur de l'année Josh van der Flyer et Caelan Doris, le capitaine. Contre la France, c'est François Cros, Jack Willis, l'anglais, et Alexandre Rouma. Alors, enfin, quelqu'un côté Toulouse qui peut pas jouer en équipe de France, c'est un Anglais. Mais Jack Willis, c'est un joueur redoutable. On l'a vu beaucoup cette année, en particulier au grattage, au soutien et en défense. C'est un joueur d'un très très fort rendement. François Cros, on ne le présente plus. Alexandre Roumat, il est peu en équipe de France pour l'instant, mais c'est un joueur qui s'affirme un peu à chaque sortie. Donc voilà, je dirais à égalité, très gros match à venir entre cette troisième ligne renforcée par Jack Willis et puis franchement une troisième ligne qu'on connaît très bien, Van der Flier, tu l'as dit, ancien meilleur joueur du monde, Doris le top, en plus c'est le capitaine de cette équipe, et Ryan Baird qui n'est, je crois, pas en équipe d'Irlande mais qui est lui aussi un redoutable compétiteur. Allez, dans les ailes, on a James Lowe, bien sûr, avec le petit coupe de cheveux douteux, et Jordan Larmure. Pour nous, c'est plutôt Juan Cruz Maïla et Mathis Lebel. Mathis Lebel, ouais. Oui, alors là, Lowe, on ne présente plus. Hein, c'est effectivement, on en a parlé juste avant. Donc pour moi, il est au-dessus. C'est le facteur X de cette équipe irlandaise, qui en plus, à mon avis, est un incroyable vecteur de confiance pour son équipe. Donc voilà, redoutable joueur qu'il va falloir cadenasser absolument, même si effectivement Lebel et Malia sont de bons clients également. Allez, en centre pour les Irlandais, on a Jamie Osborne, qu'on ne connaît pas très bien, mais Robbie Henshaw, on le connaît bien. Ouais, Robbie Henshaw, lui aussi, cador du rugby mondial, incontestablement, qui nous a déchiré les lignes défensives. En veux-tu, en voilà ces dernières années. En face, on a Paul Coste, bon sang ne saurait mentir, comme on dit, hein, comme je le répète, puisque je le disais pour un joueur de basket au début de l'émission, fils d'Arnaud Coste, qui était un joueur redoutable des années 90 et 2000,
à mon avis, trop peu sélectionné en équipe de France parce que c'était un joueur d'un talent immense avec un gabarit peut-être un peu court à l'époque pour jouer troisième ligne. Il n'était pas très grand, mais quel talent. Et son fils, effectivement, est comme lui. C'est comme d'ailleurs Roumat, on l'a pas dit tout à l'heure, mais le père d'Alexandre Roumat, c'était Olivier Roumat. Ça, c'est pour les auditeurs quinquas qui nous écoutent. En tout cas, on attend effectivement que voilà, Paul Coste peut-être aille chercher son premier grand trophée avec du talent, avec des coups d'éclat. Et je pense qu'il a le talent pour le faire. On l'a vu de plus en plus précieux ces dernières semaines. Et je crois que c'est aussi dans les grands matchs qu'on voit se révéler les grands joueurs. Donc, on compte sur toi, Polo. Et en plus, il y a Peter Aiki, côté Toulouse. Bon, alors Peter Aiki, lui, c'est une machine également qui a, depuis quelques années au Stade Toulousain, montré qu'il était parfaitement incontournable. Et être incontournable au Stade Toulousain quand on joue derrière, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi, ça veut dire beaucoup de choses. Ouais. Donc Blair Kinghorn en 15, je ne suis pas certain qu'il va jouer, mais il y a quand même Thomas Ramos, on n'a pas parlé de lui. Donc peut-être c'est Thomas qui va être titulaire. Oui, probablement Thomas Ramos à l'arrière. Joueur qu'on ne présente plus, qui lui aussi est le facteur X de l'équipe de France et du Stade Toulousain ces dernières années, avec une régularité diabolique au pied, une grande présence dans le jeu au soutien du ballon et dans sa capacité à remonter le terrain et à utiliser son pied en jeu de déplacement. Donc, et puis en face, Karan Froley, qu'on connaît moins, mais s'il est là, c'est qu'il est bon, ne nous trompons pas. C'est sûr. Petite chose, je ne suis pas sûr si Santiago Chocobares peut jouer. Apparemment, il y avait un petit couac fin du match, de dernier match. On parle de 9-10. Eux, ils ont Jamison Gibson Park en 9 et Ross Byrne en 10. Mais nous, on a Antoine Dupont et Romain Ntamak. C'est pour ça que cette finale est géniale. C'est parce que là, on a ce qui se fait de mieux au monde en ce moment, en particulier à la mêlée, parce que Gibson Park, c'est vraiment le top européen et Antoine Dupont, on va dire que c'est carrément un numéro à part depuis quelques années. Il est au four et au moulin cette année, il s'entraîne pour le 7, il veut faire les Jeux Olympiques, il revient en match à 15, il fout 50 grains à tout le monde. Il est au sommet, parce qu'en plus, il est affûté comme jamais, parce que le 7 est très exigeant d'un point de vue athlétique comme discipline. Donc là, ça va être une confrontation à regarder avec des jumelles. Il faudrait presque mettre une caméra, je sais plus comment on dit là, mais un zoom sur eux parce que ça va être quelque chose d'exceptionnel. Et puis en 10, Ross Byrne, très grand joueur qu'on connaît bien maintenant, et Romain Ntamak qui revient. Donc est-ce qu'il va avoir récupéré ses qualités d'immense joueur ou est-ce que c'est un peu tôt? Rendez-vous en finale pour le savoir, mais nous on y croit évidemment. Et voilà, ça c'est pour le final de EPCR. Et quand même, le top 14, il nous reste 3 semaines qui nous restent. Mais bon, les choses commencent à définir. Est-ce que tu peux nous donner un petit topo de top 14 pour l'instant? Ce qu'on peut dire en préambule, c'est que c'est une compétition magnifique cette année parce qu'elle est extrêmement indécise. On a vraiment une compétition très très resserrée, à part pour Oyonnax qui est décroché et Montpellier qui est très mal en point. Donc on va dire que le bas du classement, c'est pas folichon, et puis c'est Montpellier avec en plus le cinéma de Bernard Laporte qui est retourné là-bas, qui maintenant dit que son prédécesseur était un escroc. Enfin, franchement, c'est un spectacle absolument désolant sur et en dehors du terrain. Mais passons, parce que le reste est formidable. On a encore des équipes qui peuvent se qualifier pour la 6e place, qui sont nombreuses, puisque finalement, jusqu'à Clermont, qui est 10e, Perpignan, Castres, Pau, La Rochelle, qui est 6e aujourd'hui, vont se battre et se tiennent en 4 points. Le Racing est juste devant, en 5e position, parce qu'ils ont eu la riche idée de perdre à domicile. C'était à Auxerre, parce qu'ils ont plus leur stade en ce moment, contre Bayonne, ce qui était l'erreur à ne pas faire. Paf, ils l'ont fait, ce qui en dit long malheureusement sur leur mental. Et puis Toulon, à la faveur d'une très bonne deuxième partie de saison, qui se fait cette petite place au soleil en 4e place. Et au-dessus, on a 3 équipes qui sont en immense forme, sauf le Stade Français qui a pris une claque hier, mais qui était quand même premier au classement jusque-là, alors qu'il sortait de 2 années de championnat assez moribondes, et Bordeaux-Bègles qui enchaîne les grandes performances. Donc, on a une fin de championnat avec, on va dire, 1, 2, 3, 4, Toulon, c'est à peu près calé. Et puis derrière, Racing, La Rochelle, Pau, Castres, Perpignan et presque Clermont, qui vont se battre pour les 2 dernières places qualificatives. Et donc, une issue de ce championnat qui est hyper ouverte. On sait qu'il est très difficile de mener de front
la compétition européenne et le championnat de France. Donc, selon leur parcours jusqu'en finale, qui va forcément les user, leur compter des joueurs, de l'énergie, du mental, comment seront les Toulousains pour aller défendre leur bouclier de Brennus? Ça reste une question. Et tous les autres tours sont morts de faim, avec un niveau de jeu qui est magnifique. Ces dernières semaines, on a des matchs du top 14, des matchs du dimanche soir notamment, etc., qui sont superbes, avec des chassés-croisés, des essais en veux-tu, en voilà, des scores qui dépassent les 30 points des deux côtés de façon très, très, très fréquente. Donc, franchement, un championnat de toute beauté. Et aujourd'hui, à part dire que le Stade Toulousain est éternel, malgré tout, un résultat très indécis pendant quelques semaines. En fait, ce qui est assez chouette, c'est que c'est, comme tu dis, le 5, c'est Racing, le 6, c'est La Rochelle et Pau, c'est en 7. Et en fait, ils se jouent dans les 3 semaines qui viennent, ils se jouent tous les uns contre les autres, par exemple. Ah oui, c'est ça, c'est que la fin de championnat est terrible pour toutes ces équipes. Voilà. Le Racing va au Loup, va à La Rochelle et reçoit Pau. C'est-à-dire que c'est vraiment l'horreur, parce que c'est 3 équipes qui sont pas loin, quoi. Ouais, pour La Rochelle, il reçoit Pau, et après il va chez Toulouse, et ensuite il reçoit Racing et Pau, qui va jouer contre La Rochelle, Racing, et ensuite Perpignan. Perpignan, d'ailleurs, ils sont 9e, bravo, Perpignan, et notre ami Didier, qui est passé plusieurs fois sur l'émission, donc bravo à son équipe, qui est quand même dans le 9e place. Très belle performance de Perpignan cette année qui crée un peu la surprise, parce que c'est vrai qu'ils étaient presque qualifiables il y a 2 matchs. Ils ont quelques très bons numéros dans leur équipe, hein, et puis Perpignan, faut pas oublier, est une terre de rugby avec un public exceptionnel qui cette année vraiment les a énormément portés. Et voilà, quand les résultats sont là, je pense que c'est plus facile, c'est plus fort, et le cœur bat plus fort. Donc chapeau à eux, et espérons qu'ils arrivent à se stabiliser à ce niveau, parce que quand ils sont comme ça, ils sont top. Allez, on va passer aux Sevens vite fait. C'est presque fini, en fait, les Sevens avant les Jeux Olympiques. Le dernier week-end, ça va être à Madrid le 31 mai. Peut-être on peut prendre un peu de congé tous les deux, mon cher Théo, pour aller à Madrid. Ce serait bien. Trouve-moi les billets, on y va, Thierry. Non, ce serait génial. C'est vrai. Trouve-nous des sponsors, nous, chez écouteurs. Des tapas, et on boufferait du jambon, et ce serait le pied. Ouais, ça serait pas mal. Allez, les filles, ils sont plutôt bien, les Françaises en ce moment. Ils sont en jolie 3e place pour l'instant, avec un bronze à Singapour récemment. Par contre, les hommes, on est en 5e. C'est assez marrant parce qu'il a joué deux tournois là, Vancouver and LA, Los Angeles, Dupont, et ils ont fini 3e et première dans ces 2 tournois qu'il avait joué. Par la suite, ils ont quand même gagné, les Français, le second silver medal en Hong Kong, mais par contre Singapour pas grand chose. Donc voilà, à Madrid, c'est assez important pour eux vers la fin. Et normalement, si j'ai bien compris, Dupont va jouer dans ce match de Madrid, même si c'est, on va dire, c'est pas les phases des barrages encore, mais c'est le 31 mai, donc il va pas forcément peut-être jouer le match contre La Rochelle, et il va peut-être jouer à Madrid plutôt. Oui, c'est possible. Il a une saison extrêmement particulière. Je pense qu'il a aussi besoin d'aller chercher des automatismes et des références collectives avec cette équipe avant d'affronter tout ce petit monde aux Jeux Olympiques. Et c'est vrai que ça va être une attraction. C'est quelque chose qu'on attend tous. Il a montré suffisamment en étant là et en faisant gagner le tournoi de Los Angeles que tout simplement l'équipe de France à 7 avec Dupont et celle sans Dupont, c'est pas la même. Et donc je pense qu'il a raison d'aller se montrer encore une fois pour marquer un petit peu le territoire et montrer les ambitions de cette équipe. Je pense que c'est le prochain Jonah Alemu, en fait. Parce que moi, je suis le rugby un peu international, on va dire, tu vois, dans les médias anglo-saxons. Et il commence à parler en anglais, en fait. Il commence à faire des interviews en anglais, et tout le monde commence à dire, ah oui, il est pas mal, ça. Who's this Dupont kid? Tu vois, who's this Dupont guy? You know, tiens, moi, je regarde pas les 7, mais finalement, je vais commencer à regarder les 7 parce qu'il y a un mec qui s'appelle Dupont qui commence à se mettre, tu vois. Et je pense que c'est vraiment un mec qui va marquer pendant on va dire, une bonne génération à la suite de rugby, en fait. Il est encore jeune, laissons-le éclore définitivement au plus haut niveau, laissons-le faire sa Coupe du Monde 2027 en Australie et nous la ramener en France, et à ce moment-là, il aura marqué définitivement de son empreinte ce sport. On a un plaisir immense à le voir jouer, c'est un garçon qui a
qui est pétri de qualité. On a du plaisir à l'écouter parce qu'en plus, il respire l'humilité. Et c'est vrai que dans le sport international de très haut niveau, etc., parfois, il y a tellement de cinéma et d'à côté qui nous interpelle ou qui nous dérange parce que c'est un autre monde. Avec Dupont, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a l'impression qu'il est resté un garçon simple, alors qu'il est aussi une grande star de son sport. Donc ça, c'est la marque des très grands. Et puis, pour nous, Français, il y a un petit truc en plus, c'est qu'il s'appelle Dupont. Et Dupont, c'est vraiment l'archétype du nom le plus français qui soit. Donc, c'est un peu comme si l'immense star du rugby anglais s'appelait John Smith et parlait avec un accent pur BBC, quoi. Il y a quelque chose de génial. Alors, moi, je sais pas si tu connais Thierry Super Dupont, qui est une BD de Gottlieb qui me fait hurler de rire depuis longtemps. Et il y a ce côté non issu du terroir complètement français, voire franchouillard, alors que c'est un joueur de son temps ultra moderne et qui montre qu'il est aussi un super-héros. Donc, j'adore ce mélange et j'adore ce joueur. Bon, écoute, tu m'as donné des devoirs. Il faut que je lis des trucs super Dupont. Tu parlais de 2027, mais tiens, on va faire un autre épisode avant 2027 quand même. Hein. Donc, je remercie déjà tous nos chers écouteurs d'aller encore écouter les 2 derniers épisodes. Ça fait du bien. Je vais faire d'autres petits entretiens entre-temps. Je pense qu'on va peut-être se parler après ce final de EPCR, peut-être. Et mais bien sûr qu'on va s'en parler. Et des démarrages de barrages de Top 14. Donc, ouais, avec grand plaisir. Ouais, et peut-être avec notre cher Charlie qui serait de retour. Allez, à bientôt, mon cher ami. Salut, mon Thierry, à très vite. Et à tous, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis et on vous embrasse, ainsi que notre Charlie. Ciao, ciao.